Bonsoir. Le 15 de France est entré dans l'histoire cet après-midi au Parc des Princes, en même temps que son capitaine Serge Blanco. La France bat le Pays de Galles 36-3. Les plus beaux moments de la rencontre, André Martre. C'était la fête de Serge Blanco cet après-midi au Parc des Princes, mais également celle du petit Dimitri, jeune myopathe invité par l'arrière tricolore. Dimitri aura droit à tous les atouts de Serge Blanco. Son maillot, le talent d'or récompensant le meilleur joueur et la super classe du Biarro. Blanco omniprésent, à peine 2 minutes de jeu et l'ouverture du score après une course de plus de 50 mètres. Un superbe essai qui lui permettait de consolider son record mondial. Il fallait attendre le quart d'heure de jeu pour voir le deuxième essai tricolore, Marocco-Blanco, et le Montferrandais Saint-André pour la conclusion. Didier Cambera-Béraud rajoutait 2 pénalités, 14-3 c'était le score à la mi-temps. Une deuxième période qui démarrait très fort. Franck Ménel au départ de l'action qui va provoquer un point de fixation. Marocco au relais, nouveau regroupement et Pierre Berbizier petit côté pour Ménel qui ponctué par un essai, 18-3 pour la France. On atteignait l'heure de jeu, un autre Parisien, Xavier Blond le troisième ligne pour Olivier Rouma. Personne n'arrêtera le deuxième ligne d'Aqua. 24-3 après la transformation de Didier Cambera-Béraud. Le géant landais sera au départ du 5e essai. Roumat qui offrait un ballon doré à Philippe Sella qui fêtait ainsi son retour en équipe de France. 30-3, un score qui frisait la déroute galloise. Et un 15 de France euphorique qui ne s'arrêtera pas là. 6e essai avec à la conclusion de cette action Jean-Baptiste Lafont. Score final 36-3, la France en route pour un nouveau Grand Chelem. Twickenham dans 15 jours et là ce sera une autre histoire. Chelem, c'est différent parce qu'on sait pertinemment que c'est très dur à pouvoir le réaliser. En l'espace de 10 ans, moi j'ai eu la chance d'en faire 2. Je crois qu'il ne faut pas quand même que ça devienne une obsession. Je crois que les joueurs doivent jouer pour s'amuser et pour prendre du plaisir. Et à partir de là, le résultat viendra de lui-même. Pour cette dernière transformation que vous avez tentée et réussie, ça a été la fin en apothéose? Et je ne sais pas si c'était la fin en apothéose, mais pour moi c'était important. Et puis vous voyez, les dieux du rugby à moi et puis ça fait 2 points de plus. L'après-guerre du Golfe, difficile de faire le bilan. En Irak, de 7 mois d'embargo et de 6 semaines de bombardement. Aucun chiffre précis sur les pertes humaines ou matérielles. Aucune information sur l'impact politique du conflit. Reste la vie qui reprend sous les décombres. Marie-Odile Pagnès. Bagdad animé, Bagdad sans la peur des bombardements. Mais pourtant, la vie n'y a pas encore repris normalement. Bagdad manque de tout. Pas d'électricité, les centrales ont été détruites. Peu d'eau, 15 litres seulement par jour et par habitant, au lieu de 500 avant-guerre. Et non traitée, elle risque de propager des épidémies. Peu de nourriture aussi. Mais l'aide s'organise. Des convois sont arrivés de Jordanie ce matin chargés de fruits, de légumes, de céréales pour nourrir les 4,5 millions d'habitants de Bagdad. Le ravitaillement en gaz et en essence a repris progressivement. Et les Irakiens qui avaient quitté la capitale durant la guerre reviennent massivement, soulagés de la fin des hostilités, inquiets de la paix à venir. Bien sûr, nous voulons la paix. Mais quelle sorte de paix, c'est le problème. Nous voulons vivre libres. Une liberté surveillée pour le moment, Bagdad, dans l'attente du sort que lui réservera la coalition. Les 4 membres de la chaîne de télévision américaine CBS, relâchés la nuit dernière par les autorités irakiennes, ils ont été libérés à la suite d'une intervention du gouvernement soviétique. C'est ce qu'affirme le ministre irakien de l'information. Soulagement donc pour les 4 journalistes enlevés le 21 janvier dernier. Les négociations pour la paix dans le Golfe. À l'ONU, le Conseil de sécurité est en passe de trouver un accord sur les conditions du cessez-le-feu. Nathalie Ether. Les couloirs de l'ONU, la nuit dernière, les 15 membres du Conseil de sécurité viennent tout juste de se rencontrer. Consultation à huis clos et relative satisfaction, le projet de résolution pour un cessez-le-feu définitif dans le Golfe est en cours. Parmi les 5 membres permanents du Conseil, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS se sont entendus sur un texte, accord tacite de la Chine qui s'est abstenu. Un projet moins contraignant pour Bagdad que celui proposé par George Bush il y a quelques jours. Pour s'assurer le soutien de Moscou,
Moscou, Washington a abandonné la menace d'une reprise des combats, même si Bagdad refuse de se plier aux conditions alliées. De plus, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak seront respectées. Mais les sanctions économiques décrétées contre Bagdad sont maintenues, y compris pour l'acheminement de vivres. L'Irak doit bien entendu se plier à toutes les résolutions de l'ONU et par conséquent annuler l'annexion du Koweït et cesser toute action hostile ou provocatrice. Autre condition, un cessez-le-feu, Bagdad doit fournir les informations nécessaires au repérage des mines et des armes non conventionnelles. L'Irak doit également accepter le principe de sa responsabilité pour toute perte, blessure ou dégâts résultant de la guerre et restituer tous les biens koweïtiens. Enfin, tous les prisonniers de guerre alliés et les otages koweïtiens retenus en Irak doivent être libérés. Toutes ces conditions doivent être remplies par Bagdad dans les plus brefs délais. Dès lors, les tractations de l'après-guerre pourront commencer. Rencontre importante demain matin entre les commandants alliés et les commandants irakiens. Pierre Babet, vous êtes en direct de Riyad. On va surtout aborder le problème des échanges de prisonniers demain matin. Oui, bien sûr, parce que c'est un des sujets fondamentaux dont on doit discuter demain, mais on va aussi parler de la cessation des hostilités, car contrairement à ce qu'on aurait pu croire 48 heures après la fin des combats, il y a eu aujourd'hui des engagements. La 24e division irakienne a combattu des Marines. Alors, il y aurait eu plusieurs blindés de pris et il y aurait eu 1 millier surtout de prisonniers de fait au cours de cet ultime engagement de la guerre. Mais bien évidemment, c'est surtout des prisonniers de guerre et surtout des disparus irakiens et koweïtis, pardon, dont on va parler demain, puisque on a estimé aujourd'hui qu'il y aurait 8000 jeunes koweïtis partis embarqués par l'armée irakienne au dernier jour de la guerre, ce qui monte à un total de 33 000 le nombre des koweïtis qui ont disparu depuis le début des hostilités. Donc c'est évidemment ce thème des échanges de prisonniers et ce thème de la restitution des jeunes koweïtis embarqués dans les fourgons de l'armée irakienne au dernier jour qui sera au centre de ces discussions demain matin. Pierre, quelles sont les dernières informations concernant l'atmosphère qui règne à Bassora, dans cette ville irakienne? On parle d'émeutes contre Saddam Hussein. Alors on a appris ce matin effectivement qu'il y aurait eu des soulèvements contre le régime de Saddam Hussein. On a même relevé ce fait que des chars auraient tiré sur un portrait de Saddam Hussein et qu'une partie de la troupe se trouvant sur la place centrale de Bassora aurait applaudi et se serait jointe à la population. Mais ici ce soir, on n'a aucune nouvelle supplémentaire par rapport à cette information que je vous donnais ce midi. Merci Pierre. Au centre de la réunion militaire de demain matin, l'échange des prisonniers. Côté allié, on détiendrait 170 000 Irakiens. Reportage dans un de ces camps tenus par les Français. Reportage de Pierre Babet et de Jacques Massard. D'abord, les soignés. Les prisonniers irakiens de la division d'Aguet étaient souvent mal en point après 1 mois et demi de bombardements et de combats. Ils ne sont pas, comme on dit, dénutris, mais plutôt malnutris. Dernièrement, il apparaît que dans les derniers jours, voire les dernières semaines, ils n'avaient pas de chaîne sanitaire avec eux et que les conditions d'hygiène étaient très difficiles. Alors on essaie maintenant de récupérer tout ça. Le camp d'As Salman, installation précaire, mais les 2000 soldats irakiens en transit y auront bénéficié de l'ensemble du traitement prévu par la Convention de Genève. De nouveaux uniformes distribués à la place des anciennes tenues qui seront détruites pour des raisons d'hygiène. Mais déjà, les prisonniers parlent de leur retour. Ma famille là-bas, elle m'attend à Irak. Mais maintenant, ils ne connaissent pas, je suis le prisonnier. Mais peut-être, pas la guerre, j'espère, je reviens à mon pays, vivre moi, ma famille, à mon bébé. Toujours, je pense à mon bébé. En attendant sa libération, chaque prisonnier perçoit une solde, 150 à 450 francs selon le grade. C'est la Croix-Rouge qui assure ses dépenses, de quoi acheter du savon et des cigarettes pour passer le temps en captivité comme 150 000 autres soldats de Saddam Hussein, aujourd'hui prisonniers. Opération déminage aujourd'hui sur la plage de Koweït City. Travail difficile pour le 17e régiment français de génie parachutiste. Les Irakiens ont miné les lieux croyant à un débarquement des forces alliées. Reportage de nos envoyés spéciaux Albert Ripamonti, Philippe Basquin.
Alors que les uns continuent de fêter bruyamment la libération de la ville, d'autres ont besoin du plus grand calme et de la plus extrême concentration. Ce sont les 250 hommes du 17e régiment de génie parachutiste. Leur mission, déminer, dépiéger les plages de Kuwait City. Sur cette bande de 300 mètres, les Irakiens ont enterré 3 à 4 000 mines, des mines bondissantes ou antipersonnelles. Ça demande une concentration extrême. Ces types-là, s'ils se trompent, ont toutes les chances de décéder. Donc ils ne se trompent pas, ils sont formés pour ça. Et pour éviter qu'ils se trompent, justement, on les relève. Et là, vous prenez dans combien de temps? Bien comme un va me relever, normalement ça se fait toutes les 20 minutes. Voilà. Alors le prochain va se relever normalement aux alentours de 20 minutes. Et puis comme on rappellera, j'y retournerai. Les stigmates de la débâcle. Le 26 février, la 11e division d'infanterie irakienne, qui occupait la place, bat en retraite, abandonnant quantité d'armes et de munitions. Les soldats de Saddam Hussein s'attendaient en fait à une opération amphibie et avaient fortifié le littoral en conséquence. Mauvais calcul. Le débarquement n'a jamais eu lieu. Les Alliés sont passés à l'intérieur des terres, prenant à revers des Irakiens complètement désorganisés. La question de la chute de Saddam Hussein se pose aujourd'hui clairement. Éric Laurent, vous êtes l'invité de ce journal. Vous avez écrit avec Pierre Salinger un ouvrage intitulé La guerre du Golfe. Que va devenir Saddam Hussein? Est-ce qu'il y a dans son entourage des personnages qui peuvent aujourd'hui le remplacer? Alors écoutez, je crois très certainement non. Parce qu'il y a effectivement dans l'entourage de Saddam Hussein des personnes qui sont simplement des exécutants. Par exemple, le numéro 2 du régime irakien, Ezzat Ibrahim, ou le numéro 3, Ramadan, sont simplement des espèces de godillots, des courroies de transmission. À aucun prix, ils ne peuvent représenter en effet une alternative. On a beaucoup aussi parlé, par exemple, de Tarek Aziz, en disant que c'était parce qu'il avait en aucune surface internationale un personnage qui pouvait constituer une alternative. Je ne le crois pas. Pour une raison simple, c'est qu'il a été sur la scène internationale justement le relais, dirais-je, le porte-parole des positions les plus dures du président irakien. Et sur la scène intérieure, ce qu'on oublie le plus souvent, il était pendant très longtemps, fort longtemps, l'idéologue du parti Baas, donc le représentant à l'intérieur du pays des positions les plus extrêmes, les plus radicales. Donc à aucun prix, à mon avis, il ne constitue une solution valable. Alors quelle est la solution valable? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le scénario envisageable dans les prochains jours? Écoutez, je crois qu'il y a prochains jours, prochaines semaines, mais je crois qu'il y a un scénario probable, c'est en effet l'armée. Il ne faut pas oublier que les relations entre le parti Baas et l'armée dans l'histoire irakienne récente sont des relations extrêmement tendues. Au début des années 60, le parti Baas avait une première fois pris le pouvoir et un coup d'État en 1963 donc de l'armée l'avait chassé du pouvoir. Et le Baas n'était revenu au pouvoir qu'en 1968, justement avec notamment parmi ses principaux membres Saddam Hussein qui avait commencé à purger massivement cette armée. Et aujourd'hui, je pense que le président irakien qui, c'est clair, vous l'avez montré à Bassora, déjà il y a des premières émeutes, est un homme aux abois, va chercher probablement un certain nombre de boucs émissaires pour expliquer l'extraordinaire déroute qu'il a subie. Cette déroute d'ailleurs montre non seulement qu'on avait surestimé la force du régime irakien, mais également qu'on avait surestimé la détermination de la population à se battre pour ce régime. Donc c'était déjà un régime extraordinairement fissuré. Et donc il va chercher un certain nombre de boucs émissaires et à mon avis il va les chercher dans l'armée. Il va chercher des justifications auprès de certains chefs militaires qu'il va tenter d'éliminer. Il faut se rappeler qu'il a purgé très souvent son armée, c'est donc une des raisons de la faiblesse de celle-ci. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il y a une course de vitesse probablement qui est engagée entre certains de ces chefs militaires et lui. Ces chefs militaires tentant peut-être de préparer la prise du pouvoir, lui tentant de les éliminer. Mais je ne sais pas lequel des deux effectivement aura effectivement le premier la possibilité d'éliminer l'autre. Mais je pense qu'il y a dans les couloirs du pouvoir à Bagdad un Brutus qui se prépare. Et l'avenir proche pour Saddam Hussein après les rumeurs algériennes, vous pensez qu'il est en train de chercher, qu'il demande l'asile politique quelque part en ce moment? Non, je ne crois pas. Ça, je crois qu'il ne quittera pas le pouvoir, ou alors il ne quittera que contraint. Mais de son propre chef, à mon avis, pas du tout. Ça, je crois qu'il s'accrochera jusqu'au bout. Merci Éric Laurent. En Algérie, après la déception causée par l'annonce du cessez-le-feu, on se préoccupe du règlement de tous les problèmes du Proche-Orient et en particulier de la question palestinienne. Pour les islamistes, l'Irak est sorti vainqueur du conflit. L'enquête de nos envoyés spéciaux, Morad Aïtabouche et Christian de Carnet. Ce matin, le président du Front islamique du Salut nous a reçus dans sa maison. Il est accompagné de l'un de ses fils. L'autre est parti il y a 10 jours pour se battre aux côtés des Irakiens.
Depuis, son père n'a aucune nouvelle. Votre fils va revenir bientôt ou pas? Là, peut-être, il reviendra, Inch'Allah. Mais il ne va pas se battre maintenant que la guerre est terminée? En français? Naturellement. Sur cette question, il ne sera pas très bavard. Ce qu'il veut, c'est nous parler de la position de la France. C'est une position coloniale qu'elle est bien connue depuis longtemps. La France n'a pas changé sa position. Et vous pensez que les rapports entre la France et l'Algérie peuvent s'améliorer? Je ne sais pas. 11 heures hier, dans le quartier populaire de Bab el-Oued, le drapeau irakien flotte toujours. Une inscription dessus, Allahu Akbar, Dieu est tout-puissant. 2 heures plus tard, la rue est noire de monde. Plusieurs milliers de fidèles venus pour la grande prière du vendredi. Ali Belhadj, l'imam le plus radical du fils, prend la parole. Après avoir parlé de victoire du peuple irakien, il explique: les musulmans doivent se préparer pour une guerre contre l'Occident qui durera des générations. Interdiction de filmer, nous volerons tous ces plans d'en haut. En bas, la tension est extrême. Un militant du fils acceptera de nous parler, mais plus loin. Le fils a été toujours, les musulmans étaient toujours contre l'annexion du Koweït. Mais ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Ce n'est pas en utilisant la libération du Koweït pour détruire l'Irak. Ce matin, la rumeur a encore couru dans les rues d'Alger. Saddam Hussein pourrait toujours se réfugier en Algérie. Premier satisfait, les islamistes, les barbus, les frérots, comme on les appelle ici, que nous avons rencontrés il y a quelques heures à la sortie des mosquées. Mais nous leur avons indiqué également dans la foulée que l'information avait été démentie officiellement. Pour chacun d'entre eux, la déception, la tristesse étaient au rendez-vous. Saddam Hussein reste, malgré sa défaite, l'homme qui a vengé l'honneur des musulmans. Attentat à la voiture piégée à Colombo, Sri Lanka. Bilan 19 morts et 73 blessés. Parmi les victimes, le ministre d'État à la Défense, un des personnages clés de la lutte contre les extrémistes singalais et tamouls. Des tamouls qui seraient à l'origine de l'attentat selon les militaires. L'actualité en France, deuxième chassé-croisier des vacanciers sur les routes. Encore des bouchons ce soir aux portes des stations alpines. Les automobilistes n'ont pas écouté Bison Futé. Bertrand Edel. Bison Futé l'avait prévu, le chassé-croisé d'1,5 million de vacanciers a entraîné aujourd'hui de nombreux problèmes sur les routes de France. Dès ce matin, on dénombrait 150 km de bouchons sur l'ensemble du réseau et comme l'on s'y attendait, c'est la région Rhône-Alpes qui a été la plus touchée. En direction des stations de sport d'hiver, les automobilistes ont dû s'armer de patience. À 16 h, le Crier de Lyon signalait dans l'Ain, sur l'A40, 4 km de bouchons au tunnel de Chamoise, dans le sens Lyon-Genève, et 7 km en sens inverse. En Savoie, également 4 km de bouchons sur l'A43, au péage de Montmélian, et 15 km de ralentissement vers Albertville, sur la N90. Dans l'Isère, le trafic sur la nationale 85 après Grenoble était également paralysé sur 4 km à hauteur du pont de Clé. Dans le sens des retours, la banlieue de Lyon a également subi les effets du chassé-croisé avec près de 3 km de bouchons sur l'A43. Cette situation sur l'axe Lyon-Paris devrait se poursuivre jusqu'aux environs de 21 h avec une intensification du trafic en Ile-de-France dans la soirée. Demain dimanche, les équipements spéciaux seront encore obligatoires pour atteindre certaines stations du massif alpin. Vous l'avez compris, pas de valeur sûre et surtout pas d'œuvre inaccessible pour votre porte-monnaie. Reportage Véronique Bonnet, Édouard de Pazis. Dans la famille Fiac, le dernier né, découverte. Jeunes artistes et jeunes galeries internationales, prix maximum d'une œuvre, 80 000 francs. Mais la plupart s'échelonnent entre 5 000 et 40 000 francs. Ici, le stand de Sylvana Lorenz. L'artiste, mi-pop art, mi-conceptuel, s'appelle Bernard Joysten. Il est né en 62 et c'est sa première exposition personnelle. À la galerie Froment-Putman, les artistes ont tous aussi moins de 30 ans et ont fait hier soir l'objet de véritables révélations. Un artiste qu'on n'avait jamais montré, qui était donc vraiment une découverte, et qui est Jean-Jacques Rullier, a enthousiasmé plusieurs collectionneurs et même des institutions. Et puis un artiste russe aussi qu'on avait montré il y a quelques mois et qui a eu un succès énorme avec des objets, des tableaux livres qui sont tous rentrés dans des collections le premier soir. L'artiste, son œuvre,
ce qu'il a fait avant, après, le problème d'argent vient en fin de conversation, ce n'est pas du tout le centre. Hier soir, on a vraiment vu les 10 gros collectionneurs que tout le monde connaît à Paris, les 10 conservateurs importants. Enfin, il y a vraiment eu un défilé de gens de toute première qualité. Ça marche somptueusement bien, touchons du bois pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec l'arrêt de la guerre? Moi, je pense que la fin de la guerre a été très positive pour l'art contemporain. Dans ce salon, il n'y a pas que les jeunes recrues, il y a aussi des artistes plus installés. Comme ici à la galerie Clivage, Lucie Laporte. C'est un peintre québécois de 44 ans qui expose à Paris pour la première fois, mais qui est assez connu outre-Atlantique. Une facture plus classique qui vient compléter l'éventail proposé par ce salon des découvertes. Les rapports du tiercé Carté Plus à présent, le tiercé Carté Plus qui se courait à Saint-Cloud. Aujourd'hui, il fallait jouer le 12, le 7 et le 4. Vous gagnez dans l'ordre exact d'arrivée 4 657 francs 80 et dans un ordre différent 882 francs. Pour le Carté, vous ajoutez le 6 et vous gagnez un petit peu plus de 90 000 francs dans l'ordre exact d'arrivée et dans un ordre différent un peu plus de 7 000 francs. Les pronostics de Monsieur Courtine pour le tiercé Carté Plus de demain à Auteuil. 18 partants. Il vous conseille de jouer le 5, l'As, le 8, le 3, le 11, c'est son joker, vous le voyez, le 12, le 9 et le 2. Voilà, fin de cette édition. Votre prochain rendez-vous avec l'information, soir 3, 22h30, présenté par Richard Tripot. Je vous retrouve avec plaisir dès 12h demain. Au revoir.